Entrer les gens. Tout le monde rentre d'un coup? Oui. Bonjour à vous tous et merci de votre participation donc, à ce webinaire sur les aménagements cyclables de transition et les aménagements de transition aussi piétons. Donc, pour l'instant, nous avons une trentaine de participants dans la salle et nous nous en réjouissons, bien sûr, parce que le sujet des aménagements cyclables de transition est toujours aussi d'actualité. Et cela paraissait important pour nous de revenir sur cette dynamique que le club a largement suivie et accompagnée. Donc, pour approfondir le sujet et revenir sur les éléments marquants de cette période, nous accueillons bien sûr donc Catherine Pilon à la place de Pierre Cerne, notre président, Catherine Pilon étant la secrétaire générale de notre club des villes et territoires cyclables. Charles Maguin, ici à l'écran, consultant qui a coordonné et réalisé aux côtés de Sébastien Marek et Florian Levillain une étude pour le compte du club en 3 volets sur les aménagements de transition. Et bien sûr, elle est disponible en libre accès. Et nous avons également 2 représentants de collectivités adhérentes du club. Donc, une élue, Madame Laurence Viseur, conseillère déléguée aux mobilités actives à la métropole du Grand Nancy, et Adrien Verdière, un membre des services techniques de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et qui est chef de projet aménagement cyclable. On aura l'occasion d'échanger avec nos 2 invités lors de la deuxième partie de notre webinaire. Je me permets d'arrêter le partage d'écran. Et voilà, mais avant toute chose, on veut que ce webinaire soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à poser des questions, à échanger. Nous, on espère avoir des témoignages de votre part. Autre chose aussi, vous êtes en spectateur, n'hésitez pas à vous renommer avec votre fonction et le nom de la collectivité de votre organisme. Voilà, je laisse la parole à Catherine Pilon. Catherine, c'est à toi. Oui. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voulais excuser Pierre Cerne, qui a été retenu au dernier moment et qui m'a demandé d'assurer cette introduction pour ce webinaire. Ce que nous voulions vous dire, c'est que pour revenir sur ça va bientôt faire 1 an finalement qu'on est entré dans une pandémie mondiale qui a bouleversé complètement nos modes de vie et hem et cet événement terrible dans lequel nous sommes encore, a eu quand même des retombées positives, si on peut parler comme ça, puisque, en ce qui concerne le vélo, ça a vraiment été une année particulièrement exceptionnelle, pour le vélo et donc, c'est la seule bonne nouvelle pratiquement de la crise sanitaire et il était important pour nous de revenir, devant vous pour essayer de relire un petit peu toute cette période. Donc la première chose qu'on en retient, c'est qu'il y a eu un engagement massif des collectivités territoriales dès le début, pour, pour réaliser des aménagements cyclables de transition. Les premiers aménagements, ils ont été annoncés à Montpellier le 13 avril et 10 jours plus tard, il y avait déjà 19 collectivités qui annonçaient vouloir en réaliser. Une mobilisation qui est nationale, qui a été complètement inédite, et qui a été, entendue par la ministre, à l'époque, Élisabeth Borne, en charge des transports, qui a eu la volonté, de trouver un dispositif d'accompagnement des collectivités, qui voulait proposer une alternative, aux déplacements qui soit compatible avec la crise sanitaire. Et donc elle a réuni un peu les acteurs du vélo au niveau national, et le club, a été, positionné sur, une sorte de suivi quantitatif, mais surtout qualitatif de cette volonté des collectivités territoriales de mettre en place des pistes cyclables de transition. Au début, on appelait ça, les pistes, coronapistes. C'est devenu ensuite un petit peu les pistes transitoires et puis comme ce vocable impliquait une disparition. Aujourd'hui, le vocable, qu'on a retenu, c'est plutôt, les pistes de transition.
Le Club des villes et territoires cyclables a accompagné et rendu visible cette dynamique. D'abord, il avait fait un premier questionnaire auprès d'une centaine de collectivités en avril 2020. Et puis, il a monté une liste de discussion avec ses partenaires à destination des collectivités euh, pour les aider et faciliter les échanges entre elles parce qu'elles se posaient beaucoup de questions sur comment faire rapidement des pistes cyclables, hein. Et donc, ça a été une liste de discussions qui a été extrêmement active et riche d'échanges. Et puis, on s'est lancé, le un partenaire, Vélo et Territoires s'est lancé dans un suivi quantitatif important en agrégeant les 184 compteurs, pour essayer d'avoir, un suivi de l'évolution de la pratique cyclable, hein, qui était, disponible tous les 15 jours, et ce qui a permis de montrer, une évolution énorme de la pratique. Et puis nous, on était plutôt sur un suivi qualitatif de la dynamique, qui était engagée afin de suivre au plus près les collectivités dans leur réalisation. Enfin, le passage de l'intention de faire une piste ou un aménagement à la réalisation, mais aussi pour, entendre les freins qu'elles rencontraient, pour entendre les difficultés qu'elles rencontraient et être dans un aller-retour avec les services de l'État, résoudre en fait les difficultés, au mieux. Et puis on a été chercher, des personnes pour nous aider, hein, dans ce travail, auprès des collectivités, et donc on a retenu, le cabinet Solcy, Marek et Villain, qui est aujourd'hui représenté par Charles Maguin et qui, nous a aidés à faire 3 étapes d'enquête sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. Une première en juillet 2020, une seconde en octobre 2020 et la dernière qui a été rendue, publique, à ce début du mois de février. Donc aujourd'hui, on fera ce retour sur toutes ces enquêtes. Période aussi, on peut le noter, c'est suffisamment significatif pour le noter, il y a eu un fort soutien de l'État. Donc déjà, le plan vélo en 2018 marquait une volonté, inédite d'accompagner, un triplement de la pratique à l'horizon 2024, avec un vrai engagement et avec notamment un fonds vélo qui a été mis en place et puis des nouvelles mesures avec la crise sanitaire puisque, le fonds vélo a été adapté pour permettre une éligibilité, des pistes temporaires, et de leur pérennisation. On a eu aussi une part exceptionnelle de la DSIL qui a permis de soutenir ces pistes. Une facilitation et une accélération des autorisations pour réaliser les infrastructures plus rapidement, avec ce qu'on nommera une bienveillance, des préfectures pour que les projets de piste ne rencontrent pas trop de contraintes, administratives. Et puis parfois, une mobilisation du domaine foncier de l'État dans certains territoires comme, notamment en région parisienne pour, permettre la réalisation, de pistes transitoires. Les résultats sont palpables, il y a un vrai boom du vélo. Heu, au démarrage du confinement, il y a eu comme ça l'annonce de 1 000 pistes transitoires, qui remontaient des territoires et si on regarde aujourd'hui où on est arrivé, on arrive, mais Charles Maguin y reviendra, à peu près à 60 à 70 de réalisation de ces 1 000 pistes transitoires. En France, encore plus que dans les autres pays puisque, parmi les métropoles européennes, parmi par exemple les 89 métropoles européennes, 40, ont annoncé des mesures en faveur du vélo et là-dessus, la France a vraiment, été en tête de peloton. On a assisté bien sûr à une augmentation donc des aménagements cyclables mais aussi de leur utilisation. Je vous parlais des 60 à 70 des 1 000 pistes, de transition qui étaient annoncées, qui ont été réalisées, mais on a aussi une augmentation de 10 de la fréquentation des pistes cyclables sur l'année 2020. Hem Et quand on enlève les périodes de confinement, on est à plus 27 de fréquentation. Donc on a vraiment un boom, de la pratique qui s'explique sans doute par le boom, des aménagements, mais pas seulement. Il y a aussi un soutien de la dynamique, par les habitants puisque dans la dernière enquête, par exemple, OBSCO, qui a été faite en octobre dernier auprès de 4 500 personnes, on sait que 78 des Français interrogés jugent favorablement la mise en place d'aménagements cyclables depuis le 11 mai. Ils sont 75 à juger favorablement la mise en piétonisation, des quartiers, donc pour un apaisement, des villes et 58 par exemple, sont pour, une limitation à 30 km/h. Donc on sent qu'il y a vraiment un changement, des mentalités et la question du vélo, la question de l'apaisement des villes, devient quelque chose pardon, de vraiment recherché, par, une majorité de la population. Alors je ne vais pas être plus longue.
Juste pour vous dire que, évidemment, ce sont des avancées très importantes et dont on peut se réjouir et dont on va, et sur lesquelles on va revenir. Il reste évidemment des enjeux encore importants, que ce soit pour les financements. Le Club des villes et territoires cyclables, donc qui fédère, 200 collectivités, anime un club des élus nationaux pour le vélo. Ce sont des parlementaires. Je crois qu'une parlementaire est présente enfin, en tout cas, elle s'était inscrite, une parlementaire administratrice du club. Ces financements, l'enjeu est aujourd'hui sans doute de les augmenter pour permettre, cette montée en puissance du vélo, que ce soit pour pérenniser des pistes transitoires ou pour changer d'échelle pour celles qui existent et qui sont devenues trop petites, trop étroites pour, la pratique cyclable qui a augmenté. Deuxième enjeu, évidemment, accompagner les collectivités, et notamment les petites et moyennes, à diffuser, cette pratique. On sait qu'il y a un petit recul, enfin ça a énormément augmenté dans les grandes villes, mais dans les petits territoires ou dans les territoires moins denses, il y a parfois, enfin, il y a moins de pratiques et donc là-dessus, il y a un gros enjeu, d'apport d'expertise et de diffusion, des politiques cyclables. Et puis enfin, la question des piétons, puisque, on critique beaucoup aujourd'hui les villes qui ont été conçues pour les voitures. Il est bien évidemment hors de question de concevoir des villes pour les vélos, en ignorant, la question des piétons, puisqu'on est tous d'abord piétons, quel que soit notre mode de déplacement choisi ensuite. Et donc, on aura bien sûr à poursuivre cet enjeu, dans les années, enfin dans les mois et dans les années à venir. Voilà, je ne serai pas plus longue, je vais passer la parole à Charles Maguin, qui va revenir sur tous les travaux, qui ont été menés pendant l'année 2020, pour suivre ces pistes de transition et ces Merci, aménagements de transition, pardon. Merci Catherine. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Et donc, voilà, je vais vous partager hop, la présentation. Est-ce que vous la voyez tous? Catherine, c'est bon, ça a l'air bon. Eh bien, c'est parti. Donc, l'idée là aujourd'hui, c'est effectivement de faire un bilan sur cette étude sur les aménagements cyclables et piétons de transition qui a duré 1 an pendant l'année 2020. On va reparler un petit peu de méthode en premier. Alors, si ça veut bien, voilà. Donc, quelques mots sur la méthode et les participants. Donc, l'idée qui était la commande du club, c'était de pouvoir suivre ce qui se passait sur le terrain en matière d'aménagement cyclables et piétons de transition, avec l'enjeu qu'on n'avait absolument aucune visibilité sur comment les choses allaient évoluer, combien de temps ça allait durer, et la nécessité de suivre l'évolution dans le temps. Donc, on a dû tenir compte de ces contraintes, hein. C'était une étude qui, du coup, a été conçue en plusieurs étapes, donc avec une méthode qu'on a essayé de garder agile pour pouvoir suivre l'évolution dans le temps. 3 outils complémentaires ont été mobilisés. Alors, d'abord, une enquête en ligne. Donc, les adhérents du club, des partenaires, des collectivités identifiées via la presse, les réseaux sociaux, les newsletters. Et ça a été réalisé en 3 séquences, donc juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2020. J'en profite pour remercier vraiment tous ceux qui, dans la salle ou pour ce qui est des collectivités qui ont participé, pour le temps qu'ils ont consacré à ces questionnaires. Voilà, on vous a peut-être un peu harcelé, sollicité, mais c'est ça qui aussi contribue à ce que nous ayons des résultats intéressants à vous présenter aujourd'hui. On a complété cette enquête d'entretien avec des collectivités ciblées, des acteurs du sujet pour creuser certaines thématiques qu'on sentait ressortir par les commentaires libres ou par les résultats des questionnaires. Donc, on a essayé d'approfondir le quantitatif avec du qualitatif. Et puis, pour un peu voir ce qui se passait à l'échelle nationale, on a aussi fait un suivi de la presse. Ça nous permettait de voir ce qui se passait dans les territoires et aussi de comptabiliser les annonces de mise en place de pistes, de réalisation, parfois de suppression. Voilà. Donc, forcément, cette méthodologie, elle a ses limites, hein. On est sur des échantillons de collectivités. On n'a pas forcément eu tout le monde à chaque phase, mais ça nous permettait de nous adapter. On a ajusté les temps d'enquête en fonction aussi des évolutions de l'épidémie et des crises sanitaires, confinements et déconfinements, pour essayer d'avoir une lisibilité la meilleure possible de ce qui se passait sur le terrain. En termes de participants, on a eu, selon les questionnaires, 137 collectivités lors de la première enquête,
105 lors du deuxième, où on avait restreint à seulement les collectivités qui avaient effectivement des projets d'aménagement de transition, et on a élargi au troisième 148 collectivités, toutes voilà, celles qui avaient des projets et celles qui n'en avaient pas, pour essayer de comprendre aussi sur celles qui n'en avaient pas, quels étaient leurs retours sur cette période. Il y a 61 collectivités qui ont participé aux 3 questionnaires et qui voilà, faisaient la base qui nous permet d'avoir quand même une continuité des résultats. Alors, bien sûr, voilà, comme on n'a pas toujours les mêmes collectivités, c'est des résultats qui constituent un instantané à chaque fois avec un pool de collectivités. C'est significatif, non exhaustif, hein, même si on a essayé d'aller le plus loin possible, et grâce aux très nombreuses réponses, on a quand même un bel aperçu de ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, il y a bien entendu toujours des limites aux outils d'enquête. On avait des collectivités qui étaient quand même de toute taille, de tout type, hein, des communautés de communes, des départements, beaucoup de communes aussi. La majorité étaient quand même des communes et intercommunalités, c'est souvent elles qui ont la compétence sur la voirie, et donc qui étaient les premières concernées par la question de l'aménagement d'urgence de la voirie. On a eu des territoires parmi les répondants plutôt urbains, même si on avait quand même un bon tiers de territoires dont la typologie était plutôt à dominante rurale ou rurale. Et par contre, une assez bonne représentation de l'ensemble du territoire national, avec y compris des départements d'outre-mer. Le Grand Ouest, le Grand Est et le bassin parisien étaient particulièrement bien représentés. On a quand même essayé d'avoir une attention particulière sur les territoires ruraux, et dans les différents rapports, vous verrez qu'on regarde un peu plus précisément ce qui s'est passé de ce côté-là. Et on y reviendra dans un dernier temps de cette présentation sur un petit point de focus sur ces territoires-là. Voilà pour ce qui était de la méthode. Je vous propose de rentrer maintenant dans le suivi de la dynamique de ces projets d'aménagement pour voir un peu comment ça s'est déroulé au cours de l'année 2020. Alors peut-être pour commencer, je vous propose de regarder ce qu'on a vu sur le suivi de la presse. Ce qu'on a fait tout bêtement, hein, c'est inventorier tous les articles de presse qui sortaient et qui avaient pour thème les aménagements cyclables ou piétons de transition sur le territoire français. Et on les a catégorisés selon le type de sujet. Est-ce qu'on était sur l'annonce d'un projet d'aménagement? Est-ce que c'était la réalisation? Plutôt des sujets de pérennisation ou alors des modifications, suppression. Donc, ça a commencé, Catherine l'a rappelé tout à l'heure, en avril, hein, avec Montpellier qui a ouvert la voie, mais très vite, et on le voit sur le graphique avec le pic bleu ciel. Excuse-moi, Charles, mais en fait, on ne voit pas sur le graphique parce que tu n'as pas encore partagé ton écran. La slide qui est à l'écran, vous n'avez pas encore le graphique? Non. C'est sur la slide précédente encore? On ne voit pas tes slides. Du tout. Ah. Axel Pardon, Catherine. Dans le chat, certaines personnes disent qu'on voit bien votre écran. Donc, c'est bien un écran partagé. On voit bien tes slides, Charles. OK. Bon. Pardon. Désolé, Catherine. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Je continue, Axel? Oui. Ouais, bon. Donc, voilà. Donc, sur cette dynamique qui commence, hein, on est en période du premier confinement, ce confinement très complet, où effectivement, l'inquiétude générale est celle de que va-t-il se passer quand la mobilité va reprendre lors du déconfinement, surtout dans les territoires où une grande partie de la mobilité repose sur des transports en commun, comment éviter la promiscuité? Si les gens ne prennent plus les transports en commun, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une thrombose du système routier? Voilà les inquiétudes qui se passaient, qui étaient présentes à ce moment-là. Et donc, de nombreuses collectivités qui s'emparent d'une idée qui n'est pas apparue en France, hein, qui a commencé dans d'autres pays dans le monde, de mettre en place des aménagements cyclables transitoires pour répondre à cette urgence sanitaire. Donc, les premières annonces, on les voit massivement autour du mois d'avril, mai, dans la préparation
du déconfinement. Et tout de suite, un certain nombre de collectivités, Catherine l'a rappelé, ont agi très, très rapidement pour ce premier déconfinement. Ce qu'on voit aussi début juin, fin mai, c'est que c'est aussi le temps des premières suppressions. Alors, il n'y en a pas eu énormément, mais vous voyez là des annonces, 5 en mai, 5 en juin. Il y a eu des collectivités voilà, qui, à la suite du retour de la circulation automobile, se sont confrontées à des difficultés sur l'usage de l'espace public et des arbitrages à faire. Et donc, certains aménagements qui avaient été préparés n'ont pas apporté satisfaction ou ont posé des problèmes et ont été à ce moment-là ajustés, voire retirés. Mais globalement, ensuite, on a plutôt eu une dynamique où tous ces projets annoncés lors du premier déconfinement se sont peu à peu réalisés, en grande partie aussi pendant l'été. Là, vous le voyez en bleu foncé, s'étaler entre juin, juillet, août, toute une période de réalisation. C'est une période où c'était plus facile de faire des travaux, les gens étaient moins présents dans les villes. Et dès l'approche de la rentrée, des périodes ou des premières pérennisations d'aménagement ont pris place. Alors, après septembre, il a été moins question, moins souvent dans la presse, des aménagements cyclables de transition, donc ça, on a arrêté le suivi. Mais voilà, ça raconte un petit peu des périodes de cette année-là, avec ces annonces nombreuses et ce point d'accélération sur les aménagements cyclables de transition juste avant le premier déconfinement, des ajustements avec le retour de la circulation motorisée, et puis une longue période de déploiement, puis pérennisation à l'approche de septembre. Alors, hop là, si la présentation veut bien, voilà. Donc, sur les 3 phases d'enquête, on a à chaque fois essayé d'avoir un peu l'état d'avancement des collectivités par rapport à leur projet. Est-ce qu'on était simplement sur un état à l'étude, un projet en train d'être préparé? Est-ce qu'on est déjà en train de le mettre en place, ou au contraire, est-ce qu'il est réalisé, ou au contraire, est-ce qu'il a été abandonné et qu'on y a renoncé? Donc, assez naturellement, on a eu en juin un nombre important de collectivités qui étaient plutôt dans les phases amont, donc d'études, voire de déploiement des projets, assez peu de projets réalisés, même si on avait quand même des joints. Et puis progressivement, les phases de déploiement et les phases de mise en service ont augmenté en pourcentage parmi les collectivités interrogées. Alors, ça paraît une évidence, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux projets après juin. C'est-à-dire que les projets ont été beaucoup lancés, la réflexion lancée autour de mai, avril-mai, pour le premier déconfinement. Et ensuite, on est surtout sur de la réalisation progressive avec peu de nouveaux projets. Éventuellement, certains qui étaient sans suite. Mais voilà, il n'y a pas eu un approvisionnement tout au long de nouveaux projets, plutôt une grande phase d'élan initial, et ensuite de la réalisation, éventuellement des retraits. Quand même, je pense qu'il y a des choses qui sont ressorties et qui méritent d'être soulignées dans les échanges qu'on a eus avec les collectivités par rapport à ça. C'est quand même un exploit que les élus et les services techniques aussi ont été… Enfin, il y avait vraiment un sentiment aussi de fierté presque étonnée d'avoir réussi malgré tout en moins de 6 mois à adapter les voiries de leur territoire pour ces contraintes sanitaires, et donc quelque chose qui est extrêmement rapide par rapport au délai habituel pour des projets d'aménagement. Et donc, voilà, je pense qu'on peut voir avec ça que les collectivités territoriales, sur cet enjeu-là, ont répondu présent avec une capacité d'agilité voilà, qui est souvent pas une chose qui est beaucoup mise en avant. Là, je pense qu'elles ont fait la démonstration qu'elles étaient capables de s'adapter rapidement à des contraintes et de sortir des projets, y compris ambitieux, en très peu de temps. Et ça s'est vu dans cette étude.
Donc, comme le rappelait Catherine, donc nous on a 75% des collectivités qui, en décembre, étaient arrivées à la fin de leur projet. C'est assez cohérent avec les outils de mesure de linéaire d'aménagement cyclable de transition. Donc, on en a deux ici. Le bilan de Carto. Carto, c'est l'outil de la Fédération française des usagers de la bicyclette, donc un outil associatif, et l'outil de GeoVélo basé sur OpenStreetMap. Donc, c'est des outils qui sont alimentés par des bénévoles, mais qui ont essayé de faire un suivi vraiment poussé de ce qui était mis en place en matière d'aménagement cyclable de transition. Les deux outils arrivent à des choses assez cohérentes, 640 km pour 640 km pour le bilan de Carto, 590 pour GeoVélo. On est autour de 600, 2/3 des 1000 km évoqués lors du déconfinement. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez important, assez extraordinaire, de 600 km de linéaire aménagé en moins de 6 mois. Et donc, ceci est assez cohérent avec ce qu'on observe, nous, à savoir que 75% des collectivités nous ont dit avoir terminé leur projet d'aménagement en décembre. Si on prend un peu de recul par rapport à la France et qu'on regarde par rapport aux voisins européens, ça, c'est des graphiques qui sont produits par la European Cyclists Federation, donc l'association européenne des cyclistes, et qui classe la France en tête sur les mesures pro vélo d'urgence. Donc, le graphique du haut, en fait, vous avez le nombre de kilomètres annoncés. Donc, voilà, ils ne sont pas loin des 1000 dont on parlait. Et le graphique du bas, c'est les kilomètres réalisés. Dans les deux cas, la France est en tête du classement avec, à l'époque où j'ai pris le graphique, un peu moins de 600 km réalisés, donc en cumulant des pistes bandes cyclables et des mesures d'apaisement, de réduction du trafic. Mais donc, on voit que la France a été vraiment extraordinairement réactive, et ça, on le doit, je pense, à la mobilisation des collectivités territoriales et de l'État sur ces questions. Il y a un autre graphique à droite qui est intéressant également, c'est les mesures de budget additionnelles pour la promotion du vélo dans cette période, où on voit que la France également était très bien classée sur les montants mis en jeu, donc autour de 300 millions d'euros supplémentaires pour ces politiques. Donc voilà, on n'a pas tous les jours sur tous les sujets l'occasion de dire cocorico, mais on peut dire que les collectivités territoriales françaises ont été au rendez-vous de ce sujet du vélo pour l'année 2020. Alors, si on refait voilà, un retour sur la France seulement et l'état des projets, qu'on fait le bilan fin 2020, donc on a ces 75% de collectivités qui nous ont répondu avoir un projet qui est soit en déploiement, soit déjà complètement réalisé. Il y en a encore un petit peu au stade de l'étude, mais il y a assez peu de nouveaux projets. 10% de projets sans suite ou abandonnés. Donc finalement, c'est vrai que parfois dans la presse, c'est ce qui est le plus visible, le plus mis en avant, mais en volume, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important, hein. Le nombre de collectivités qui ont complètement abandonné les aménagements de transition n'est pas si important que cela. Et par contre, on peut voir qu'entre les projets cyclables et les projets piétons, il y a une sacrée différence, puisque là où les projets autour du vélo ont vraiment avancé, les projets piétons étaient d'une part moins nombreux, hein. Il y en a 45% des collectivités qu'on a interrogées, là, des 148 de cette dernière phase de décembre, qui n'avaient pas de projet pour les piétons. Et en termes d'avancement, on a encore 50% qui sont restés au stade de l'étude et donc qui n'ont pas été réalisés dans l'urgence. Donc, on est sur des choses qui sont souvent aussi plus complexes, plus coûteuses, plan de circulation, élargissement des trottoirs ou des piétonisations, avec des enjeux politiques pas faciles. Donc, il semble qu'effectivement, ces types de projets-là étaient moins réalisés dans ce mode transitoire ou de transition. Et donc, voilà, ces projets se transforment en projets plus long terme.
Voilà pour la dynamique générale. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'interventions dans le chat. L'idée, je vous propose, on va dérouler cette présentation qui ne sera pas trop longue et après, on aura des temps d'échange. Voilà. Sauf si, Axel, tu repères quelque chose sur lequel il faut m'interpeller, n'hésite pas surtout. Bien noté. Alors, parlons un peu des caractéristiques de ces projets d'aménagement transitoire. Dans les questionnaires, on vous posait des questions pour essayer de comprendre un peu ce que les collectivités vous aviez fait ou vous étiez en train de faire. Alors peut-être déjà commencer par quel type d'aménagement cyclable principalement il était question. Dans l'ensemble, l'aménagement privilégié, ça a été la bande cyclable. Alors, pour la technique bande cyclable, c'est quand c'est simplement de la peinture, une voie dédiée, réservée au vélo, mais séparée simplement par de la peinture, par rapport à une piste cyclable qui, elle, a une séparation physique. Alors, ça peut être simplement des potelets ou des glissières, mais voilà, il y a un séparateur plus physique des deux voies. La bande cyclable a été privilégiée. Alors, on imagine bien pourquoi. Hein, c'est plus facile et plus rapide à déployer. Néanmoins, il y a quand même aussi un grand nombre de collectivités qui ont privilégié plutôt la piste cyclable avec l'idée, c'est ce qui remontait, que l'effet séparateur était de nature à rassurer davantage les néo-utilisateurs qui étaient la cible en fait de cette politique aussi, puisqu'il s'agissait de substituer une solution vélo à d'autres solutions de mobilité qui étaient habituellement utilisées quand il n'y avait pas les contraintes sanitaires. Et donc, il fallait proposer quelque chose pour ces aménagements cyclables de transition qui soit de nature à rassurer ces gens, ces personnes qui n'étaient pas cyclistes et qui avaient besoin d'une solution pour se déplacer qui ne leur fasse pas peur. Les mesures d'apaisement, elles étaient aussi bien présentes, les zones 30, des zones de rencontre, des vélos rues, des rues scolaires. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été expérimentées. Du travail de jalonnement aussi, simplement pour aider les utilisateurs à trouver leur chemin à vélo. Hein. C'est aussi quelque chose d'important, tout simplement de savoir par où on peut passer pour circuler à vélo en sécurité. Mais ça, c'est des mesures qui étaient plutôt souvent en complément de bandes ou pistes cyclables qui équipaient les axes structurants des territoires. Ces aménagements, ils ont suscité une hausse de l'usage. On l'a vu, on l'a entendu, on en a parlé, Catherine en a parlé. C'est aussi le sentiment qui a été remonté par les collectivités. 84% d'entre elles ont perçu une hausse de la pratique assez importante en lien avec les aménagements réalisés. Et voilà, 40% disaient même significativement ou très significativement. Finalement, il n'y en a que 2% qui nous ont dit ne pas avoir vu de différence. Se dire les aménagements de transition n'ont pas fait de différence sur la pratique. Voilà. Donc, globalement, il y a eu du positif. Pour certaines collectivités, c'était modéré, mais pour certaines autres, c'était vraiment une hausse significative. Cette hausse, elle était perçue pas tout à fait de la même manière selon le type d'aménagement qui a été privilégié. Les différences sont quand même un peu significatives. Les meilleurs résultats, ils ont été plutôt reçus pour les pistes cyclables. Donc, les collectivités qui ont choisi des pistes cyclables estiment avoir vu plus d'usage du vélo, une augmentation plus importante. Et c'était encore plus vrai quand c'était des collectivités qui avaient à la fois privilégié pistes cyclables et des mesures d'apaisement. Ça a bien marché aussi pour les quelques collectivités, mais qui est très peu nombreuses, qui ont privilégié des couloirs mixtes pour les bus et pour les vélos. Ça, ces hausses de l'usage, elles ont été confirmées en fait de manière objective, parce que là, on était sur de la perception des interlocuteurs dans les collectivités. C'est confirmé par les comptages. Alors, des comptages qui ont été mis en place par les collectivités. Donc là, on a posé la question, hein, est-ce que vous avez mis en place un suivi pour ces aménagements de transition? Et ce qui était intéressant, c'était de voir que c'était vraiment quasiment tout le monde, quasi toutes les collectivités n'ont pas simplement mis des aménagements et laissé ça tranquille, elles ont mis en place un dispositif de suivi. Alors, c'était plus ou moins sophistiqué selon les moyens qui étaient disponibles, mais souvent du comptage automatique quand même, hein, 62%.
et complété éventuellement seulement du comptage manuel ou en complément du comptage automatique, 75%. D'autres méthodes aussi qui étaient mises en place, simplement la concertation avec des associations d'usagers ou parfois des choses un peu plus approfondies, type enquête de satisfaction ou d'autres dispositifs de suivi. Donc, globalement, tout le monde, toutes les collectivités sont allées voir ce qui se passait sur ces aménagements cyclables. Ce n'est pas juste des aménagements cyclables qui ont été laissés là sans les regarder. Et donc, ces comptages, ils ont alimenté les informations sur le fait qu'on voyait une hausse de la pratique importante. Et au niveau national, l'Observatoire de vélo et territoire, de l'association Vélo et territoire, qui récapitulait les comptages, a vu une explosion de la pratique, comme le rappelait Catherine. 27% en plus en 2020 de passages comptabilisés par rapport à 2019. Si on regarde en dehors des périodes de confinement, si on regarde en tenant compte des périodes de confinement, c'est une hausse qui n'est que de 10%, que de, avec des guillemets, c'est quand même déjà une hausse très importante, alors même qu'on parle aussi de périodes où la mobilité était particulièrement freinée. Donc clairement, il y a eu une hausse de la pratique et visiblement, c'est lié en partie au moins aux aménagements cyclables de transition. Certaines collectivités nous ont dit aussi qu'elles avaient choisi une stratégie où les aménagements de transition étaient parfois conçus dès le début pour durer. Alors souvent, c'est des collectivités qui avaient réalisé un schéma directeur cyclable, un plan vélo, enfin qui avaient un projet autour du vélo. Et en s'appuyant sur ce projet, elles ont pu aller plus rapidement sur quelque chose de directement opérationnel et dans l'idée que si ça marche, autant le faire directement dans un format qui va durer. L'idée de ne pas avoir à faire 2 fois ou la certitude que c'était le programme qu'il fallait faire. Donc, 38% quand même des collectivités nous ont dit qu'elles ont fait des aménagements, pas forcément tous, mais des aménagements quasiment définitifs ou définitifs dans ce cadre-là. Donc là, vous avez l'exemple sur la photo, par exemple, de la ville de Montreuil, dans la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est des matériaux légers, type aménagement cyclable de transition. Vous avez des potelets souples, du marquage, mais c'est conçu pas en jaune et directement comme un aménagement définitif. Donc, ça a été fait malgré tout dans l'urgence pour répondre à l'enjeu sanitaire, mais dans un format définitif, certes avec des matériaux qui permettent quand même un peu d'ajustement en fonction des retours des utilisateurs de la voirie. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que les collectivités n'ont pas oublié le stationnement des vélos. 59% de celles qui nous ont répondu nous ont dit avoir aussi pris en compte des mesures pour le stationnement des vélos. Tout simplement parce qu'on l'a vu, avec la hausse de la circulation des vélos, il y a eu des problèmes autour du stationnement, des phénomènes de locaux vélos saturés dans les entreprises, des espaces publics qui étaient pris d'assaut, que ce soit le mobilier urbain ou des grilles, etc. Vous avez sans doute vu des images comme ça passer sur les réseaux sociaux. Il y a des collectivités qui n'ont pas oublié cette dimension-là et même un grand nombre y ont pensé avec de la réalisation en urgence de stationnement vélo, parfois en définitive. Donc là, l'exemple à Dinan, ils ont rapidement été installés des arceaux parce qu'il y avait un besoin. Ils ont choisi des arceaux définitifs et c'est vrai que les entreprises du secteur qu'on a contactées nous ont confirmé avoir été fortement sollicitées à ce moment-là sur leur matériel. Donc essentiellement, les mesures sur ça a été la création de nouveaux emplacements de stationnement vélo. Il y avait quelques autres mesures, mais beaucoup plus à la marge. Voilà. Sur la question des difficultés rencontrées par les collectivités pour ces aménagements de transition. On a essayé de comprendre, de vous faire parler de ce que vous rencontriez comme difficultés. Voilà les quelques résultats qu'on avait. Alors, on avait une question de notation sur différentes problématiques, les difficultés plutôt d'ordre politique, que ce soit se mettre d'accord entre différentes administrations qui ont des compétences partagées, des questions autour du budget, financer ces aménagements un peu qui prennent au dépourvu les budgets des collectivités, des contraintes plutôt techniques, avoir la compétence ou les savoir-faire pour faire ce type d'aménagement.
des problématiques plus administratives autour des autorisations, voilà, comment faire les concertations si elles sont obligatoires rapidement, etc. Ou des difficultés liées à la crise sanitaire, des agents qui seraient moins disponibles parce qu'obligés de garder les enfants, etc. Et puis, on a rajouté dans la dernière enquête des questions autour des problèmes de sécurité des aménagements ou des problèmes d'acceptabilité des aménagements. On n'a pas ressorti dans ces éléments des différences très fortes, mais quand même, on avait un certain nombre de répondants, donc on a senti qu'il y avait un peu plus de sujets, disons, autour des questions politiques et techniques, ce qui a été confirmé dans les commentaires libres et dans les interviews qu'on a réalisées. Globalement, les difficultés autour des aménagements de transition, il y avait effectivement la technique. Il y a un certain nombre de collectivités qui n'avaient pas forcément en interne les ressources humaines ou les compétences pour réagir vite sur ces choses-là. Alors, ça a été partiellement, on va le voir, solutionné avec l'aide des outils mis en place par l'écosystème d'accompagnement vélo, mais pas forcément toujours suffisant. Et des questions politiques autour de la tension sur l'usage de l'espace public, c'est-à-dire s'il y avait des usages habituels motorisés, venir fortement les perturber en urgence, et parfois c'était difficile ou impossible, et parfois ça a été la raison pour laquelle certains aménagements ont été abandonnés parce qu'ils ont suscité trop d'embouteillages ou en tout cas une grogne des automobilistes. Et donc voilà, il y a toujours eu cette tension sur l'ajustement de l'usage de l'espace public, et là c'était un des éléments significatifs. Sur le budgétaire, il apparaissait un peu moins fort, mais on a quand même eu des retours plutôt sur la fin de l'enquête, sur le fait que les collectivités cherchent des solutions pour pérenniser ces aménagements, et que les outils qui sont mis en place par le gouvernement ne sont pas toujours parfaitement adaptés aux besoins qu'ils ont de travailler sur des aménagements qui sont assez légers et du coup qui ne rentrent pas forcément dans les cases des dispositifs de financement. Donc, on a eu quand même des retours sur ces choses-là, mais c'est vrai que ça semblait un peu moins prégnant dans la majeure partie de l'année 2020. On a aussi demandé qu'est-ce qui manquait aux collectivités pour réussir ces projets d'aménagement de transition. Et le top 3 des choses qui nous sont remontées, c'est d'abord des formations techniques à l'urbanisme cyclable pour les personnels des collectivités. Visiblement, voilà, le besoin de monter en compétence sur un sujet qui n'était peut-être pas encore très présent dans les services de voirie d'un certain nombre de territoires. Alors, ce n'est pas le cas pour tous, hein, évidemment, mais certains voilà, arrivaient sur ce sujet et avaient besoin de ce type de ressources. La question de l'information sur les aides financières disponibles, ou quand même, malgré tout, les questions budgétaires et de où trouver de l'aide pour financer cette dépense imprévue. Et puis, on retrouve aussi la question un peu politique, c'est-à-dire que faire des aménagements cyclables de transition ou piétons de transition, bien sûr, il y a la pression sanitaire de trouver des solutions pour cela, mais c'était quand même aussi fortement facilité lorsqu'il y avait une demande exprimée par la société civile, associations ou collectifs, ce que tous les territoires n'avaient pas. Et en particulier, les territoires plus ruraux, il y avait moins cette demande, ce besoin, parce qu'il y avait aussi moins cette contrainte de trouver une alternative au transport en commun ou à la voiture, vu que faible densité, moins de problèmes de promiscuité, tout simplement. Donc, disons que la pression sanitaire qui a conduit à la création des aménagements cyclables et piétons de transition, elle s'est d'abord exprimée dans les lieux de forte densité, les villes, où il y avait cette inquiétude sur la promiscuité, et moins dans les territoires où ce problème était moins présent. Alors, il y avait ce qui manquait et puis il y avait ce qui a été proposé malgré tout. Donc, l'écosystème vélo, il s'est mobilisé pour accompagner les collectivités territoriales, donc le Club des villes et territoires cyclables notamment, mais également l'association Vélo et Territoires qui a mis en place la plateforme de comptage, l'Observatoire des fréquentations.
la Fédération des usagers de la bicyclette avec la plateforme Carto qui a suivi les aménagements cyclables de transition, le CEREMA avec des webinaires et des guides rapides qui ont été faits dans l'urgence pour répondre aux questions des collectivités. Et donc, notre étude a aussi été l'occasion de faire connaître ces outils, mais aussi de constater lesquels avaient été les mieux diffusés, les plus utilisés par les collectivités. Donc là, vous avez sur les graphiques les différents résultats. Donc en vert, c'est quand ça a été connu et que c'était utile. En rouge, c'est non, je ne le connaissais pas, mais ça m'intéresse. Donc en gros, le vert plus le rouge, c'est ce qui représente l'intérêt des collectivités, qu'elles en aient eu connaissance ou pas. Globalement, tous les outils ont été jugés majoritairement utiles, mais ce qui est sûr, c'est que les webinaires du CEREMA, sans doute en lien avec ce besoin de formation sur l'urbanisme cyclable qu'on évoquait, de trouver des solutions techniques, ont été vraiment plébiscités avec des participations pour ceux qui y étaient, qui remplissaient entièrement la salle de visioconférence du CEREMA, puisqu'il y a eu 500 personnes lors du premier webinaire dédié. Donc ça, c'était vraiment une réponse qui montre que voilà, l'écosystème s'est aussi mobilisé pour essayer d'accompagner cette dynamique le mieux possible. Évidemment, il y avait forcément d'autres besoins, mais il y a eu quand même une réponse de ce côté-là. Une des questions qui nous a particulièrement intéressés aussi avec le Club des villes et territoires cyclables, c'est de savoir quel était l'héritage de cette période des aménagements de transition. Est-ce que c'est une parenthèse qui se referme? Est-ce qu'au contraire, ça a ouvert sur une dynamique plus durable? Donc, on a essayé d'avoir des éléments autour de ça. Donc, tout d'abord, la question de la pérennisation. Et clairement là, la réponse, elle est très claire. Les collectivités prévoient, dans leur immense majorité, de pérenniser, voire d'étendre les aménagements de transition. Donc, transitoire, finalement, voilà, ces aménagements, on aurait très bien pu imaginer qu'ils disparaissent une fois que le besoin de la crise sanitaire serait atténué ou disparu. Alors, il se trouve que, et on ne s'y attendait pas forcément dès le début de l'étude, mais que ça dure aussi beaucoup plus qu'il n'était prévu. Mais en tout cas, ces aménagements aujourd'hui, les collectivités ont plutôt le projet de les garder, éventuellement les adaptant, voire même de les développer encore davantage. Donc, ça a été vraiment en 2020 une année de grande accélération pour l'aménagement des villes cyclables, avec voilà, des situations où parfois les riverains consultés expriment leur souhait de voir la piste pérennisée. Donc là, c'est l'exemple à Châteauroux, une collectivité qu'on a interviewé, où les pistes cyclables de transition ont permis bien sûr la circulation à vélo, mais ils ont aussi eu certains autres bénéfices qui ont porté la décision de garder l'aménagement, en particulier un sondage auprès des riverains qui disait qu'ils étaient très heureux de pouvoir plus facilement circuler sur les trottoirs, puisque les voitures étaient plus loin, oui, que les trottoirs sont un peu étroits, et surtout d'avoir la pollution et le bruit éloignés de leur maison qui arrivent directement sur la rue. Donc, on a ce type de dynamique avec, en tout cas, au minimum, un grand nombre d'aménagements qui vont être là pour rester. Donc, on peut dire déjà un héritage, c'est cette accélération et cette pérennisation des aménagements de transition. Excuse-moi, Charles, juste peut-être un petit peu accéléré. On a beaucoup de questions et donc du coup, ça nous permettra d'en prendre un petit peu plus après. Voilà, désolé, c'était la parenthèse temps parce que je vois qu'il file. Ouais, du coup, voilà, donc un autre élément, une grosse accélération des politiques cyclables. Donc ça, c'est ce que les collectivités nous ont dit. Globalement, on a eu plusieurs temps d'enquête qui mentionnaient cette accélération, renforcement des politiques cyclables, y compris celles qui n'avaient pas de projet d'aménagement cyclable de transition. Et un autre élément qui nous a particulièrement intéressé, c'est l'effet déclencheur pour certains territoires de la mise en place d'un schéma directeur cyclable ou d'un plan vélo. C'est à peu près une collectivité sur 5 qui nous a dit ne pas avoir de document de planification vélo, mais qui, à l'issue de la crise, prévoit d'en créer un. C'est dans le document dans le graphique du haut, c'est les 26
collectivités qui nous ont indiqué cela. On l'a eu de nouveau dans cette même proportion dans une autre phase de l'enquête. Donc voilà, il y a durablement des collectivités qui vont se doter de ce type d'outils et donc ça laissera sans doute un héritage en matière d'accélération des politiques cyclables, y compris dans des nouveaux territoires. Il y a eu la question de l'urbanisme tactique qui pourrait être un héritage de cette période. Donc, la plupart des collectivités qu'on a interrogées, 92%, estiment que cette méthode d'aménagement agile, ça mériterait d'être davantage utilisée à l'avenir. Et les motifs pour utiliser davantage cela, c'est que ça permet de faire de la préfiguration et donc de tester avant de faire du dur qui va durer 20, 30 ans et qui aura coûté beaucoup d'argent, c'est de s'assurer que le design de ce qu'on fait convient bien. Et donc de pouvoir, avant de faire le définitif qui va durer, vérifier que tout est en ordre et ajuster. Ça participe aussi de l'acceptabilité parce que c'est une discussion qu'on peut plus facilement avoir avec la population sur qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui doit être corrigé avant d'aller dans du définitif où on pourra plus revenir dessus ou très difficilement. Dans les héritages, il y a aussi les personnes. Derrière les comptages, il y avait vraiment des gens qui ont cité les aménagements de transition comme un facteur qui les a encouragés à se mettre en selle, même si c'était rarement le seul facteur. Tous souhaitent la pérennisation des aménagements qu'ils utilisent, hein, mais certains en critiquent quand même les aspects, bien entendu, et ils continueront le vélo même s'ils sont supprimés. Donc, il y a quand même des gens qui ont attrapé le virus en quelque sorte, et en partie grâce aux aménagements de transition mis en place par les collectivités. Vous retrouverez ces portraits sur le dernier rapport de l'enquête. Il nous reste un petit temps que je vous propose d'avoir sur un zoom sur 4 points. La question des piétons, la question des territoires peu denses, des innovations techniques sur les aménagements cyclables et une nouvelle ère de la participation à l'espace public. Alors, sur les piétons, on n'est pas rentré énormément dans le détail, mais globalement, s'il y a eu des aménagements piétons, ils ont quand même été moins nombreux que les aménagements cyclables. C'est clairement le vélo qui a été le grand gagnant sur cette année 2020. Les aménagements piétons, ça semblait moins répondre à la problématique de trouver une alternative aux mobilités qui étaient en gros en panne à cause des contraintes sanitaires. Et donc, la marche semblait moins recours par rapport à cette problématique-là. Donc, on a plus eu des traitements de questions piétonnes sur les endroits, les zones ponctuelles où il y avait des craintes sur la promiscuité, devant des écoles, dans des rues commerçantes, etc. Donc là, on a des exemples d'aménagements quand même qui ont été réalisés autour des questions de mobilité piétonne. Hein, donc à Bayeux, piétonisation de la rue principale, à Paris, des rues scolaires, et puis des aménagements cyclables qui ont aussi fortement bénéficié aux piétons. Par exemple, cette vélorue à Rennes qui, en supprimant le trafic de transit, en réduisant du coup très fortement le nombre de voitures, profite évidemment à la marchabilité du secteur. Mais donc, il reste beaucoup à faire sur ces questions-là pour retrouver un peu l'ambiance marchable que vous avez peut-être vous-même expérimenté lors du premier confinement où on sentait que la ville fonctionnait différemment et où il était plus facile de marcher sur la rue parce qu'il y avait moins de trafic et que c'était plus calme. Sur les territoires peu denses, les aménagements cyclables, clairement, étaient plus nombreux et plus avancés dans les grandes villes que dans les territoires moins denses. Il y en a eu 3 fois plus de collectivités urbaines qui nous ont indiqué avoir un projet que des collectivités rurales. C'est d'une part parce qu'il y a moins de pression à adapter l'espace public lié à la faible densité. Et puis, il y avait aussi des problématiques qui nous sont remontées sur des difficultés plus fortes en milieu rural, compétences techniques qui sont moins présentes. Il n'y a pas forcément un chargé de mission vélo dans tous les territoires. Et des recherches de financement, sachant que c'était quand même des dépenses. Hein, donc, les territoires n'avaient pas forcément les moyens de travailler là-dessus. Ces projets, du coup, ils ont été aussi moins rapidement mis en œuvre dans les territoires ruraux. 85% des collectivités urbaines enquêtées avaient concrétisé au moins une partie de leur projet en décembre, alors que c'était que 40% des collectivités rurales. Mais il y a quand même eu, et il faut le souligner, plusieurs plus petites villes qui ont eu des projets vélos, qui les ont menés, comme Bayeux, on l'a vu, Châteauroux, Charleville-Mézières, Haguenau et encore beaucoup d'autres.
Voilà, mais ça reste un sujet voilà, peut-être que les schémas directeurs cyclables qui n'étaient pas forcément encore présents dans un certain nombre de territoires ruraux vont permettre progressivement que ces territoires s'approprient aussi cette dynamique. Alors, un autre point qui était assez intéressant qu'on a observé, c'est que avec cette période où on pouvait faire de l'aménagement d'espace public un peu test, certaines collectivités en ont profité pour essayer des nouvelles choses, et notamment, par exemple, des carrefours à la hollandaise. Il y a eu des innovations comme ça, comme les vélorues à Rennes, comme des choses plus classiques, mais qui n'étaient pas forcément faites tout le temps, comme les cabuches déportées, qui ont été testées en mode léger. Et qui ont permis de faire naître de l'expertise sur ces nouvelles façons de faire. Donc là, vous avez dans les images la porte de Saint-Cloud à Paris, donc un gératoire avec cette organisation à la hollandaise. Même chose en bas à droite avec le carrefour Pompadour, très gros carrefour en Val-de-Marne. Et puis, par exemple, la communauté urbaine du Havre qui a fait un grand carrefour à la hollandaise. Vous voyez ça sur la photo aérienne en haut à droite. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste des projets anecdotiques, c'est des projets qui ont fait l'objet d'un suivi par le CEREMA et qui en a publié d'ailleurs dans un article des résultats assez positifs. Et donc, ça pourrait entraîner des nouvelles recommandations et donc peut-être des nouvelles manières de faire des aménagements de carrefours cyclables qui auront du coup été testés grâce à cette période un peu spéciale. Enfin, et j'en aurais fini avec ça, peut-être que l'urbanisme tactique amène aussi une nouvelle ère de la participation à l'élaboration de l'espace public. Souvent, les projets d'espace public, c'est des processus de concertation assez complexes et les projets ils conduisent à figer assez durablement l'espace public, comme on disait 20-30 ans. Du coup, on a des effets de qu'est-ce que ça va faire qui ne sont pas toujours certains et des craintes qui sont soit légitimes, soit plus fantasmées. Et on sent qu'on a du mal. On a du mal à faire naître et arriver le grand projet d'espace public. Avec l'urbanisme tactique, il y a vraiment quelque chose qui nous est remonté des collectivités qui nous ont dit on a réussi à faire des choses on n'imaginait pas réussir à faire. Elle témoigne avoir réussi à faire beaucoup en peu de temps, tout en ayant, grâce à cette dynamique de test, la capacité de revenir vers les administrés pour faire le bilan ensemble, démocratiquement, et se dire est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous semble répondre aux besoins des usagers ou est-ce qu'au contraire, c'est à modifier ou voire à complètement supprimer? Et il y a des collectivités qui ont été assez loin dans cette dynamique de dialogue sur la base de l'urbanisme tactique, avec par exemple Nantes Métropole qui a fait un gros travail autour de son dispositif dialogue citoyen sur les aménagements cyclables de transition pour choisir la meilleure manière de déjà les évaluer et de choisir leur avenir. Donc, c'est peut-être aussi un moment, cette année 2020, qui permet de montrer une autre méthode en matière de fabrication de l'espace public qui pourrait répondre à des enjeux d'urgence et donc peut-être rejoindre la panoplie des méthodes, des manières de faire des collectivités. Voilà, j'en ai fini pour cette partie. Merci de votre attention et donc place aux échanges et aux autres intervenants. Merci Charles pour cette présentation et cette synthèse des trois études. Donc, un travail assez conséquent et on t'en remercie, toi et l'équipe derrière, donc Sébastien Marek et Florian Levillain pour le travail fourni. Et bien sûr, donc, les 3 volets de cette étude sont disponibles sur le site internet du Club des villes et territoires cyclables en accès libre. On vous a déjà mis le lien du 3e volet dedans. Mais maintenant, je vois que le temps file un peu. Il y a eu quelques questions sur le chat. J'aimerais quand même laisser la place et peut-être qu'on pourra mêler ça à la discussion de la 2e partie avec Madame Viseur et Monsieur Verdière. Et si vous pouvez remettre vos caméras. Merci beaucoup, Monsieur Verdière. Voilà, donc on essaye de faire une discussion croisée autour de 3 grands thèmes. Comme on a pu, déjà la première question que j'aurais envie de vous poser, comme on a pu l'entendre précédemment, on a vraiment assisté à un développement important des aménagements de transition sur le territoire national.
On est à plus ou moins 600 km d'aménagement, comme l'a rappelé Charles, créés partout en France durant cette année 2020. Et donc, vos deux collectivités, à savoir respectivement donc la communauté urbaine Havre-Seine Métropole et la métropole du Grand Nancy, ont déployé des aménagements de transition. On aimerait savoir déjà comment ce phénomène se traduit sur votre territoire et quelle suite comptez-vous donner à ces installations temporaires. Voilà, pour cette question qui voilà, à deux volets. Peut-être, Madame Viseur, si vous souhaitez prendre la parole en première sur cette question de la pérennisation et de ce phénomène sur les aménagements dans votre territoire. Pardon. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, on n'a pas fait exception par rapport à ce qui vient d'être présenté. Merci d'ailleurs, c'était très complet et très intéressant. Sur la métropole du Grand Nancy, on a évidemment participé à la mise en place de ces fameuses pistes qu'on appelle Covid. Voilà. Elles répondaient essentiellement à deux objectifs. C'était soit d'anticiper des réseaux cyclables qu'on aurait peut-être mis en expérimentation plus tard, ou en tout cas qui étaient d'une certaine manière déjà dans nos têtes ou prévus, mais par anticipation, en fait, cette période nous a permis de les expérimenter directement. Et puis, c'était beaucoup essayer de travailler sur les résorptions de discontinuité, hein, et de créer, d'avoir des grandes magistrales qui puissent traverser l'ensemble de la métropole et qu'on puisse tester directement sur le terrain. On a mis en place environ 5 km au total de ce qu'on appelle ces pistes Covid. Et aujourd'hui, certaines ont été pérennisées, d'autres sont en cours d'étude, mais pour la globalité, on a à peu près presque 3,5 km qui sont ou en cours de pérennisation ou qui sont pérennisés, et on a pas loin d'1 kilomètre qui est encore à l'étude. Donc en fait, c'est quand même quelque chose de très important, en fait, parce que ça nous a permis sur le terrain de voir directement ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas dans des conditions optimales. En fait, c'était une chance, hein, comme l'avait dit Catherine en préambule. S'il y a une chose positive à retirer de cette crise Covid, en tout cas, c'est celle-là. Et puis, on ne fait pas exception non plus dans la métropole du Grand Nancy par rapport au phénomène que vous avez exprimé sur les freins ou les problèmes qu'on a rencontrés sur le terrain. Je crois que le premier frein, c'est effectivement le politique, c'est-à-dire essayer de convaincre l'ensemble des acteurs du territoire qu'en fait, c'est une vraie opportunité, qu'on peut le tenter, que c'est le bon moment pour le faire. On était aussi dans une phase de déconfinement progressif, donc on a pu observer à la fois la reprise de la circulation automobile, conjointement à la reprise des transports en commun, et on a intégré le vélo dans tout ça, et on a pu observer en fait en temps réel et avec des chiffres, des comptages, la montée en puissance à chaque fois de chacun de ces réseaux. Alors depuis, la difficulté, c'est qu'on est repassé en période de confinement partiel, couvre-feu, etc., avec des météos qui sont plus ou moins favorables selon l'endroit où on se trouve. Et dans le Grand Est, ce n'est pas toujours favorable au vélo. Toujours est-il que je trouve que c'est une expérience qui est extrêmement intéressante, y compris au niveau technique. Voilà. Je vais pas être plus longue. J'aimerais bien, moi, s'il y a des questions, en fait, répondre aux questions. Laisser la parole, évidemment, à Monsieur Viardière, et puis je compléterai mon propos au fur et à mesure des échanges. Bien noté. Bien noté. Merci, merci pour ces quelques mots. J'ai beaucoup aimé la phrase de Charles qui parlait parfois de fierté et d'exploit en matière de projets d'aménagement dans le cyclable de transition. Et on sent ça dans vos paroles. Donc, Monsieur Verdia, vous aviez une présentation, je la lance. Tac. Oui, s'il vous plaît. Alors, tac. Je me permets juste un instant. Alors. Pendant que ça s'affiche, je vais peut-être commencer mon propos. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, nous, au niveau de la communauté urbaine, le Havre, c'est une métropole. Donc, comme beaucoup de collectivités en France, on s'est lancé dans ce projet de pistes cyclables de transition. Donc, on a mis en place, un total de 6 km d'aménagement cyclable. Donc, c'est ce qu'on voit sur la deuxième slide. Comment on a travaillé pour identifier ces différents axes? On a regardé tout d'abord les principales discontinuités de notre réseau cyclable. Donc, voilà, vous avez notre réseau cyclable structurant, si je puis dire, en vert.
on a identifié sur des axes de transit assez importants du territoire qu'on avait effectivement certains manques. On a ensuite regardé par rapport au réseau de transport en commun, là où on avait certaines densités de lignes, et on avait bien identifié, et c'était effectivement quelque chose qu'on pouvait un peu craindre, hein, c'est que les transports en commun soient délaissés à la sortie du premier confinement. Donc on a voulu arriver en renfort de ces axes de transport en commun. Et troisièmement, on a regardé par rapport au baromètre de la FUB qui avait été réalisé fin 2019, qui nous permettait d'avoir un retour des usagers sur la manière qu'il fallait effectivement compléter le réseau cyclable. Donc on a fait un mix un petit peu de ces trois choses-là pour donc être amené à faire ces propositions-là que vous voyez donc en jaune. Donc c'est les aménagements cyclables qu'on a créés. Donc je vous disais 6 km au total, majoritairement, si ce n'est pas toutes, des pistes cyclables séparées du trafic, donc à caractère aussi attractif pour l'usage cycliste. Donc voilà un petit peu les différents aménagements réalisés. Alors après, sur les perspectives, on a eu quelques amendements qui ont été faits en cours de route, hein, c'est un peu l'objet de l'urbanisme tactique, mais grosso modo, la majorité des pistes cyclables que vous voyez ici vont être pérennisées ou ont déjà été pérennisées. On a pérennisé certaines pistes fin d'année 2020 sur des aménagements qui nécessitaient peu de génie civil, essentiellement en fait, du remplacement de balises, vous avez pu le voir, du marquage jaune par du marquage et des balises blanches, pour donner le caractère un petit peu définitif, sur des axes qui ne méritaient pas beaucoup de génie civil. Par contre, sur des axes où effectivement on envisage une reprise complète de la piste avec du séparatif, là pour le coup, on a mis ça un petit peu en attente dans la mesure où on a candidaté au fonds vélo mis en place par l'État, dont on attend les résultats dans les prochains jours. Et donc, une fois qu'on aura les résultats, en espérant qu'ils soient tous positifs, on démarrera donc la phase de travaux de manière opérationnelle. Donc, une phase de travaux qu'on imagine donc à lancer sur le printemps et livrer tout ceci d'ici la rentrée de septembre. Donc, sur la slide d'après, vous avez voilà, quelques images un petit peu de ce qu'on a réalisé donc, en tant qu'aménagement cyclable provisoire. Pour en fait passer, je dirais, de l'expérimentation à la pérennisation, en fait, on a eu des phases d'évaluation avec nos élus. Et donc, on a regardé trois facteurs pour identifier si il y avait matière à pérenniser ces aménagements-là. Concrètement, est-ce que l'expérimentation était une réussite? Donc, on a essentiellement effectivement les comptages cyclistes. Donc, on a installé une dizaine de compteurs cyclistes sur l'ensemble de nos pistes cyclables provisoires. On s'est aperçu très rapidement que donc, sur une trentaine de compteurs qu'on a sur le territoire, on avait en fait, dans le top 10, si je puis dire, déjà 3 compteurs provisoires au bout d'un mois. Donc, on a vu déjà qu'il y avait effectivement une forte attente des cyclistes et un fort usage. Donc, ça, c'était déjà quelque part rassurant. On a regardé aussi la circulation du trafic automobile. Donc, on a essayé d'aller un petit peu au-delà, finalement, du ressenti de l'usager. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut ressentir, quand l'usager, que ça ralentit beaucoup. Et on a essayé d'objectiver ça un petit peu par la reprise et l'observation des temps de parcours que notre opérateur de transport public nous a fait remonter. Et donc, ça a permis d'objectiver un petit peu finalement et de quantifier les retards pris effectivement sur la circulation. Donc, on avait des axes où on disait qu'on perdait 10-15 minutes. On s'apercevait qu'en regardant un petit peu les données trafic de l'IA, notre prestataire, que nous étions donc sur des données qui étaient bien moindres. Donc ça, c'était assez intéressant. Et autre chose, si on a regardé, donc c'est la slide suivante, on a regardé aussi la question, je dirais, de la pollution de l'air, parce que c'est aussi un enjeu majeur, de voir comment on pouvait aussi améliorer la qualité de l'air dans la ville. Et donc, on avait, entre guillemets, la chance d'avoir une sonde à proximité directe d'un aménagement cyclable provisoire. Donc, on a pu voir, notamment, en faisant un retour entre avant la mise en place de l'aménagement, donc en juin 2020, et la mise en place effective de l'aménagement en juillet et août 2020, donc à trafic constant par rapport aussi à l'année dernière, on s'apercevait qu'on avait une baisse assez importante des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à regarder, ne serait-ce que pour la qualité de l'air en ville. Voilà. Alors, oui, dans le chat, il y avait une question sur des aménagements à la hollandaise. Alors, attendez, je la... Oui, non, c'est bon, Charles.
y a répondu, mais voilà, peut-être une petite relance sur le carrefour giratoire, le carrefour à la hollandaise du Havre. Quelle sera la suite pour lui? Est-ce qu'il va être pérennisé? Alors oui, le carrefour à la hollandaise va être pérennisé. Il va même être pérennisé et amélioré. On a identifié effectivement qu'on avait un usage qui avait un côté, en tout cas, rassurant pour le cycliste. C'était vraiment l'objet de ce carrefour à la hollandaise. Donc, on a vraiment observé qu'il y avait des grandes améliorations. Il va être donc amélioré notamment sur la gestion des doubles sens de circulation dans les différents embranchements. Aujourd'hui, on avait surtout une circulation dans un sens unique. Et là, on va mettre des doubles sens partout, ce qui va aussi fluidifier la circulation cycliste. Ok. Voilà. Bien noté. Et peut-être une autre question, voilà, toujours cette question des aménagements cyclables de transition. Alors, bien sûr, on a vu la question purement quantitative, mais ce qu'on a aussi constaté, et Charles l'a bien montré avant, c'est un changement de pratique avec ce triptyque du tester un aménagement, l'expérimenter, puis voilà, l'expérimenter, l'évaluer et ensuite le réajuster. Et c'est en la matière une petite révolution pour les collectivités qui veulent développer le vélo rapidement. Alors, et bien sûr, c'est une méthode qui suscite parfois la surprise des habitants. Du jour au lendemain, parfois, on peut se retrouver avec une piste cyclable temporaire en bas de chez soi et ça suscite des réactions. Et alors, voilà une question à vous deux. Quelle est, selon vous, l'utilité de l'urbanisme tactique? Est-ce que cela a changé la façon de s'organiser à l'intérieur de votre collectivité avec vos services? Et qu'est-ce que cela a changé pour vous dans le dialogue instauré avec les habitants et les associations de votre territoire? Est-ce que cela, comme Charles le disait avant, ça augure une nouvelle ère de la participation à l'élaboration de l'espace public? Peut-être Madame Viseur, si vous avez un avis sur la question. Oui, bah oui, bien sûr que ça change la vision. En fait, quand on teste, que ce soit un aménagement provisoire cyclable, mais même quand on teste, là, il y a eu l'expérience au Havre sur un nouveau carrefour, on a le même cas de figure sur la métropole du Grand Nancy, un carrefour assez complexe à l'origine, sur lequel on a finalement supprimé tous les feux et introduit du vélo sur une partie, en fait, en vue d'un axe, d'un axe majeur qui sera développé probablement dans le futur. Alors évidemment, la première chose, c'est que ça permet de valider ou d'invalider les hypothèses qu'on a faites techniquement au préalable. Et puis ensuite, dans la relation avec les habitants, ça leur permet de le vivre. Et du coup, ça légitime un peu après la décision et leur décision. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est qu'en dehors des retours techniques que l'on a, qui eux sont objectivés, puisqu'en fait, ce sont des comptages, etc., on a le retour des habitants, leur vécu et la manière dont ils le vivent, ce carrefour. Et ça fait émerger des choses que peut-être on aurait loupées si on s'était juste attaché au domaine du technique, c'est-à-dire la fluidité du trafic, l'insertion du vélo dans un carrefour, voilà. Et notamment, nous, sur le carrefour auquel je pense, ça a fait émerger qu'il y avait, par exemple, une difficulté, non pas pour les piétons en général, mais pour une seule catégorie de piétons, c'est-à-dire les piétons qui étaient âgés et qui avaient du mal à se déplacer. En fait, ils n'étaient pas rassurés parce qu'avant, voilà, ils avaient un feu, ils passaient quand c'était vert, ils ne se posaient pas la question. Là, ils se sont retrouvés tout d'un coup dans un carrefour où finalement le régime de priorité avait changé. C'était compliqué pour eux de s'insérer dans ce flot et il y avait un manque de confiance. Et du coup, les aménagements, quand on va pérenniser ce carrefour avec l'introduction du vélo, ça va être de mettre peut-être des îlots centrales. Enfin, on a repensé un peu le projet en fonction de ces retours qu'on avait eus. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça valide à la fois techniquement et à la fois dans le vécu des gens. Donc, ça simplifie grandement, je trouve, la relation qu'on peut avoir à la fois avec les riverains et à la fois aussi, quelquefois, même dans les rapports qu'on a entre techniciens, parce qu'on fait des hypothèses ou alors on se base sur une réglementation. Certes, c'est important, mais je dis toujours, il y a ce qu'on imagine et il y a la réalité. Quelquefois, on fait un beau sentier piéton et puis finalement, les gens, ils prennent la traverse, quoi. Bon, ben voilà. Finalement, ça veut dire que la bonne idée, c'était sans doute la traverse et il faut qu'on en tienne compte. Ok, bien noté. Et Adrien Verdière, pour vous, l'urbanisme tactique, qu'est-ce que ça a changé pour vous et à la fois dans votre collectivité et aussi par rapport aux habitants et aux associations de votre territoire?
Je partage ce qui vient de dire juste avant. Nous, en tout cas, ça a effectivement changé pas mal de choses, notamment sur la nécessité de réinventer un petit peu les méthodes de travail qu'on a en interne, que ce soit avec les élus qu'au niveau du service technique. Finalement, l'enjeu, c'est un peu comment finalement livrer en quelques semaines un aménagement qui soit à la fois sécuritaire, performant et de fait attractif pour l'usager cycliste, alors qu'habituellement, on était plutôt sur des aménagements qu'on livrait sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc, finalement, en un mois, il fallait livrer 6 km, quand d'habitude, pour 6 km, on mettait plutôt plusieurs mois, plusieurs années. Donc ça, c'était un peu tout l'enjeu. Donc déjà, d'un point de vue, je dirais, processus décisionnel, ces processus-là ont été grandement, je dirais, accéléré. Il y a une accélération vraiment du processus décisionnel en lien avec les élus. On a eu sur 2-3 semaines de mise en œuvre, d'études. On a eu plusieurs réunions qui se sont succédées, donc déjà une accélération de ce point de vue-là. Au niveau de nos services, c'est aussi une nouveauté. Au niveau de nos services, mettre en place effectivement des aménagements qui sont pas forcément amenés à durer plus que quelques semaines. Donc ça, c'est aussi quelque part une nouveauté dans la mise en place, dans la mise en œuvre, et qui nous a amené notamment aussi à nous derrière à revoir. Alors c'était un peu l'intérêt de l'urbanisme tactique, c'était de revoir derrière un petit peu nos différents aménagements. Nous, au niveau des élus, on avait mis en place une commission mensuelle pour identifier un petit peu au regard de l'évaluation que j'évoquais tout à l'heure, comment évoluer un petit peu l'usage de l'espace public. Donc ça, c'était assez intéressant. Après, d'un point de vue, je dirais, usager et associatif, donc déjà, nous, dès le démarrage du projet, on a associé la Roue Libre, qui est l'association locale de développement du vélo, qui a travaillé avec nous justement sur l'identification des différents linéaires, sur la mise en place des différents projets, donc ils nous ont accompagnés sur l'observation aussi, une fois en place. Et puis aussi, par rapport à je dirais, le lien, la relation avec l'usager, ça était aussi très intéressant, puisque comme ces aménagements-là n'ont pas... tout le monde, je dirais, au Havre a pu voir et observer ces aménagements-là. Ça fait parler. On a eu beaucoup de courriers, évidemment, puisque c'était un changement, presque un bouleversement parfois sur certains axes. Donc, on a eu beaucoup de courriers, avec parfois des courriers qui de mécontentement, mais aussi des personnes qui nous ont envoyé des courriers pour nous dire voilà, vous avez fait ça, moi j'aurais plutôt fait ça comme ceci, est-ce qu'on pourrait envisager ça ou, voilà. Donc les personnes les usagers se sont vraiment appropriés aussi le sujet. Et demain, donc, on va pérenniser des pistes cyclables et toutes ces observations, on les a prises en compte. Alors, parfois, on y a répondu positivement et parfois par négatif parce que c'est pas possible, mais en tout cas, voilà, il y a eu vraiment une démarche globale sur le territoire d'appropriation de ces pistes, et la pérennisation, en tout cas, sera issue de cette démarche globale. Ok. Et peut-être une dernière question, et ensuite je vois qu'il y a beaucoup d'animation dans le chat avec voilà, des échanges par rapport à la vitesse commerciale des bus, il me semble. Peut-être qu'on pourra voir ces échanges-là et répondre à quelques questions après vos interventions. Mais avant toute chose, peut-être une dernière question, une question et non des moindres, c'est celle de la prise en compte, voilà, des piétons dans l'espace public. Charles l'a rappelé, on a vu 2020 a été un moment d'augmentation de l'usage de la marche chez les Français, selon la récente étude de l'Obsco, mais on a vu que quelques aménagements en faveur de la marchabilité du territoire poindre, lors du premier confinement essentiellement. Et donc, il a rappelé pour des questions de raison de coût et des complexités d'intervention. Est-ce que pour vous, voilà, sur vos territoires, est-ce que cette période a été l'occasion pour vous d'approfondir ces réflexions et des actions en matière, on va dire, en matière piétonne et de la prise en compte de ces piétons sur l'ensemble de votre territoire? Peut-être, Madame Bizer, Oui, alors sur la période en tant que telle de la crise Covid, je répondrai non. Il n'y a pas eu d'aménagement spécifique ou d'action en cette faveur. En revanche, on avait déjà lancé une étude sur la marchabilité de notre territoire. J'aime pas ce mot, c'est très très laid. En tout cas, sur la situation du piéton. En fait, ce qu'on a d'abord découvert et ce qui nous a tous étonnés, c'est qu'on est un territoire où on a beaucoup de marcheurs au quotidien. C'est-à-dire qu'on a environ pas loin de 40% de marcheurs au quotidien dans la métropole du Grand Nancy, et probablement, et
et en centre-ville. Donc, on voit que c'est un sujet qui est vraiment extrêmement important et qui entre dans le cadre des déplacements. Le premier facteur que les gens nous ont rendu nous ont exprimé dans cette étude, c'était par exemple le plaisir. Déjà, ça, le plaisir de marcher. Et puis ensuite viennent évidemment la santé, la rapidité, puis le meilleur compromis entre voilà, un autre mode de déplacement. Alors évidemment, c'est un sujet dont on s'est emparé maintenant. Il n'est pas question, parce que je vois qu'il y a pas mal de débats sur le bus, évidemment. Nous, à Nancy, en fait, on vient de relancer dans la métropole du Grand Nancy un plan de mobilité, mais un plan de mobilité global. Comment on conçoit aujourd'hui une ville dans laquelle on peut faire cohabiter du transport en commun, de la marche, du vélo, mais de manière efficiente, et la voiture, et sans piquer sur le territoire de l'autre. Nous, on est un territoire très contraint. Pour ceux qui ne connaissent pas la métropole du Grand Nancy, c'est un peu une cuvette. Donc, on a pas mal de plateaux assez hauts, 300-400 mètres tout autour. Donc, on a beaucoup de dénivelé. Donc, ce n'est pas forcément non plus toujours facile de se déplacer à pied ou à vélo dans ce territoire-là. Et puis, par ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans le Grand Est. Donc là, quand on subit des vagues de froid à moins 15 degrés, ça calme un peu les meilleures volontés cyclables. Et je parle en connaissance de cause. Dès qu'on dépasse les 5-6 km, il fait très froid. Néanmoins, comment on conçoit un plan de mobilité global qui fonctionne pour tout le monde? Et en plus, on est une ville dans laquelle les rues sont assez étroites, donc on est assez contraint, on n'a pas de grande... Nous, on rêve d'être à Nantes ou peut-être au Havre aussi. Voilà, c'est le bénéfice d'avoir des villes qui ont eu des passés un peu douloureux et qui, du coup, ont reconstruit avec des allées qui sont très larges. Nous, on n'a pas... Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance. En tout cas, on n'a pas cette possibilité-là. Et aujourd'hui, on se pose la question de se dire, voilà, on a l'ambition de dire demain, la métropole du Grand Nancy, c'est plus de 200 km de pistes cyclables. Comment on insère ça? Comment on travaille avec le tissu associatif pour faire en sorte qu'on soit d'accord sur des grandes magistrales cyclables et puis ensuite des périphéries, et comment on travaille un peu en arête de poisson? On fait des magistrales et on distribue ensuite, et comment le transport en commun s'insère là-dedans? On l'a vu dans les pistes Covid, nous, on a à certains endroits réduit la circulation automobile, et puis finalement on s'est retrouvé dans une situation qui était intenable au moment du pré-déconfinement, à la fois parce qu'on avait, ça bloquait la circulation, mais aussi parce que ça rendait inopérant vraiment, alors ça concernait 500 mètres sur l'ensemble des 5 km qu'on avait mis en place à Nancy, mais n'empêche que ça empêchait vraiment la performance des transports en commun. Donc aujourd'hui, on va aborder ça de manière globale. Et évidemment, pour revenir à la question du piéton, évidemment que c'est tout à fait stratégique. Comment on favorise la marche? Enfin, on part pas de rien. On part, je vous ai dit, de presque 40% de piétons sur la métropole du Grand Nancy. Comment on favorise? Comment on connaît les freins? C'est à peu près toujours les mêmes. C'est le franchissement des grands boulevards, le franchissement des carrefours. Comment on favorise les déplacements à pied pour moins d'1 kilomètre? Comment j'emmène mon enfant par exemple à l'école à pied, plutôt que de prendre ma voiture, de le déposer, même si ensuite je me rends au travail en voiture. Enfin, c'est tout ça qu'il faut qu'on remodèle. Je pense qu'il faut qu'on se mette un peu le cerveau à l'envers. Et les pistes Covid, elles nous ont servi à ça, à se dire, allez, j'y vais, parce que là, j'ai l'opportunité d'y aller. Et on est ravis de voir qu'à certains endroits, ça marche. Et il me semble que pour le piéton, il faut que chaque fois que maintenant on aménage un endroit, que ce soit pour le vélo, il faut qu'on ait cette idée en tête, quoi. Peut-être qu'un îlot central, par exemple, pour traverser un grand boulevard, ça devient indispensable. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Peut-être qu'à certains endroits, quand on construit l'urbanisme, il va falloir faire des petites trouées pour les piétons, c'est-à-dire prévoir ça, anticiper. C'est quelque chose, voilà, il y a plein de solutions, et c'est un panel, mais c'est une imbrication. C'est comme un grand jeu de Lego, il faut qu'on voit ça dans leur globalité. Et donc, bientôt des aménagements piétons temporaires. Oui, on réfléchit en fait dans la métropole du Grand Nancy, notamment à un centre cyclable, à un centre piéton, je veux dire. C'est des gros enjeux parce que, on l'a vu, nous, il y a quelques années, sur la métropole du Grand Nancy, on a une place formidable qui s'appelle la place Stanislas, qui n'était pas piétonne et qui l'est devenue. Et au moment où ça s'est produit, c'était il y a longtemps, tout le monde a dit c'est impossible. Oui, parce que c'était une place centrale, tout le monde l'a traversée. On s'est dit, mais comment on va traverser Nancy? Finalement, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Et cette place, elle a retrouvé une vie, c'est-à-dire que ça crée aussi de la sociabilité, c'est un ciment social. Et de se dire à un endroit où je circule un peu plus librement, il y a moins de pollution, il y a moins de bruit, c'est aussi le
le calme qu'on a. Enfin, c'est faire une ville apaisée, c'est faire une ville dans laquelle on a envie de rester, de s'installer. Et puis nous, dans la métropole du Grand Nancy, on a une autre caractéristique, et c'est là où en fait je prends avec beaucoup de prudence les chiffres qu'on a aujourd'hui, à la fois sur les remontées qu'on a de statistiques sur le nombre de vélos, etc. C'est qu'on a 60 000 étudiants qui sont normalement dans la métropole du Grand Nancy aujourd'hui, ils sont absents pour une grande partie d'entre eux. Ils ne sont donc pas sur les vélos, ils ne sont pas non plus à pied dans la ville. Et il va falloir qu'on attende encore, qu'on sorte réellement de cette crise Covid, que les choses reviennent à peu près à un état normal, ou en tout cas à un déconfinement, pour qu'on puisse vraiment juger de ce qui est opportun de faire, de pérenniser, de ne pas pérenniser. Voilà. Là, là où on a supprimé pour l'instant, c'est là où vraiment ça bloquait. Et je pense que le piéton est un véritable enjeu des années à venir. Et il ne me semble pas qu'on puisse séparer ces modes de déplacement. Pour concevoir un bon aménagement pour l'un, il faut que le reste puisse fonctionner aussi. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on a bien compris que voilà, l'enjeu du piéton est un sujet fort et important pour la métropole de Nancy, du Grand Nancy. Ouais, ça me fait penser, ce que vient de dire Madame Viseur, à un point qu'on a aussi pu sentir dans l'enquête, c'est qu'il y a un élément qui commence à monter dans un certain nombre de collectivités et qui est à la croisée des questions autour de la mobilité, à la fois des piétons, des cyclistes et des automobilistes, c'est la question des plans de circulation. On a eu l'occasion d'échanger avec la ville de Charleville-Mézières, on a eu les questions de vélo-rue à Rennes, de plans de circulation rue d'Amsterdam à Paris, à Nantes également, sur les limitations du trafic. Et je crois que là, il y a quelque chose qui se dessine, qui commence à monter, qui se sentait comme une perspective par rapport aux aménagements de transition. C'était aussi, au-delà des pistes ou des trottoirs, l'idée de réfléchir la hiérarchisation de la voirie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des rues par lesquelles on souhaiterait que les voitures ne transitent plus, c'est-à-dire que certes elles puissent encore venir, mais que ce ne soient plus des tuyaux par lesquels passent les voitures, mais plutôt des lieux de vie, des lieux qui sont davantage utilisés pour d'autres usages. On avait l'exemple, par exemple, de cette rue qui a été redonnée à Nantes, me semble-t-il, il y a eu une terrasse de café, un boulodrome, et la voiture était encore autorisée, mais beaucoup moins, dans une intensité beaucoup moindre, parce qu'on a décidé, en implantant de manière légère des sens de circulation fermés, sur la manière dont on peut avoir moins de voitures à certains endroits et les orienter plutôt sur les grands axes, là où on a la place. Alors peut-être pas à Nancy, je ne connais pas bien le territoire, mais là où on a la place de mettre une piste cyclable et un trottoir, et puis dans les zones plus denses, les rues plus tortueuses, les plus petites rues, se dire que certes la voiture peut parfois encore y être autorisée, il y a des besoins de livraison, etc., mais peut-être pas pour traverser. Et donc il y a plusieurs collectivités qui réfléchissent comment tester, et là peut-être que l'urbanisme tactique sera vraiment un outil, parce que c'est des grosses modifications, comment tester que certaines rues ne soient plus traversantes pour les voitures, et donc installer un bac de fleurs à un endroit, une glissière béton pour bloquer, et voir si on peut organiser différemment le plan de circulation pour que ça fonctionne mieux entre les piétons, les cyclistes et les voitures, pas seulement sur les mêmes axes, mais en se disant peut-être certaines rues sont plutôt à dominante piétonne, d'autres plutôt à dominante cyclable, c'est les vélorues, et d'autres évidemment plutôt des grands axes voitures sur lesquels on aura tendance à prévoir une piste cyclable. Sur cette question du plan de circulation, en tout cas de son impact, peut-être Adrien, un mot sur cette question-là? Sur le plan de circulation? Oui. Alors sur le plan de circulation en tant que tel, nous, on n'a pas été amené à retoucher au plan de circulation. On a regardé un petit peu si effectivement on pouvait adapter des choses, mais ça sera peut-être plutôt dans une perspective un peu moyen terme. Là, aujourd'hui, on a maintenu le même plan de circulation et on a adapté les voiries en insérant directement une piste cyclable. Donc, c'était parti pris qui a été fait localement. Il y a beaucoup de place au Havre. Ouais. C'est vrai. Et toujours, juste pour revenir sur cette question de la piétonisation, de la prise en compte, on a posé bien sûr la question à Madame Viseur et Monsieur Verdier, quelle a été la prise en compte de la question piétonne au Havre Métropole? Oui, en fait, par rapport à l'objectif des pistes cyclables transition, c'était quand même compliqué
de faire de la place à la fois pour des cyclistes, à la fois pour des piétons. On fait quand même des aménagements qui étaient assez légers. Donc, bien souvent, quand il faut retravailler les zones piétonnes, ça nécessite un peu plus de génie civil que du simple marquage ou des simples balises. Donc, je dirais, dans la phase provisoire, on s'est surtout contenté effectivement de regarder sur des points de difficulté en particulier pour les piétons. Je pense notamment sur l'accès aux arrêts de bus. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien souvent on a mis une piste cyclable entre la partie trottoir et la chaussée. Il a fallu voir comment on pouvait assurer la continuité piétonne et la sécuriser entre le moment où on attend sur le trottoir et le moment où on rentre dans le bus ou on en sort. Donc, pour ce faire, donc nous, de notre côté, on a mis en place des quais provisoires. Donc, finalement, on a créé des rampes en enrobé avec une bordure qui coffrait l'ensemble. Et ça a permis finalement de sécuriser les sorties-entrées d'usagers bus, piétons pour le coup. Mais par contre, sur la phase qu'on envisage là de pérennisation, là, on a complètement pris en considération le sujet. Dans la refonte un petit peu des espaces publics liés à la pérennisation des pistes, on va notamment réduire certaines traversées piétonnes. On va essayer d'élargir aussi certains trottoirs, notamment dans les courbures de giration. On va s'y regarder par rapport aux arrêts de bus que vous évoquez ici, essayer plutôt de contourner les arrêts de bus et ne pas passer de manière frontale entre la zone d'attente et le bus qui est en arrêt. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, pour les traversées les tracés de voirie, aujourd'hui, on a une mixité, on utilisait en fait le feu piéton pour pouvoir traverser à vélo. Et dans la mesure du possible, maintenant, on va essayer de dissocier les deux, ce qui va permettre aussi d'apporter un peu plus de lisibilité, que ce soit pour le piéton comme pour le cycliste. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Ce ne sera pas forcément la règle encore, mais c'est quelque chose qu'on va quand même vraiment essayer de développer dans le cadre de la pérennisation. Donc, tout ceci participera, je dirais, indirectement à un meilleur confort piéton au droit des aménagements cyclables qu'on va pérenniser. Ok. Bien noté, merci Monsieur Verdière et Madame Viseur. Peut-être, je vois qu'il nous reste 1 minute, peut-être un mot de Catherine pour conclure ce webinaire. Oui, pour conclure, en fait, je voudrais peut-être répondre à la question de Barbéléa, la dernière qui est arrivée sur le chat, au sujet de tous ces termes d'urbanisme tactique, transitoire, d'urgence, etc., avec l'idée que peut-être ça amène une confusion. Il me semble qu'on peut quand même se dire que cette période incroyable, elle a permis une expérimentation qui n'avait jamais eu lieu auparavant, en libérant finalement l'action et en se disant, puisque ça n'est pas définitif, alors je peux oser. Et il y a eu une vraie libération, enfin le terme d'oser, je pense, convient assez bien à cette période. Beaucoup de collectivités ont osé des choses qu'elles n'avaient jamais pensé oser dans cette ampleur-là, dans cette rapidité-là, et avec des transformations qui ont vraiment changé les paysages des villes petites, moyennes et grandes, et qui s'inscrivent dans une durée aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a on a des termes qui ne sont pas fixés, c'est-à-dire que au début, ça s'appelait vraiment les coronapistes, hein. C'était vraiment répondre à la question du corona. Et très vite, c'est devenu quelque chose qui était plus large et qui était de dire finalement, à l'occasion de cette crise sanitaire, c'est l'occasion de créer des aménagements plus ambitieux pour le vélo qui serviront pendant la crise sanitaire, mais aussi après. Et le terme de transitoire est arrivé. Et finalement, aujourd'hui, l'urgence est terminée, et c'est ce que disait très bien Charles Maguin dans son intervention, c'est-à-dire que la dernière période, et notamment le reconfinement et le deuxième déconfinement, n'a pas donné lieu à de nouvelles pistes d'urgence. Aujourd'hui, on est plutôt sur des aménagements, enfin les collectivités territoriales engagent des aménagements plutôt pérennes, mais tout en utilisant la méthode de l'urbanisme tactique qui n'est pas réservée aux pistes cyclables, hein. Certaines collectivités l'avaient déjà mise en œuvre dans le cadre de réaménagement d'espaces publics. Et donc, on est sur une méthode de travail où on expérimente et on teste avant de pérenniser, mais on n'est plus sur des pistes en urgence. On est bien sur une volonté d'inscrire le vélo dans une stratégie de long terme pour les collectivités,
avec un souci. Et il y a eu pas mal de débats sur les bus, alors assez franciliens, donc on n'a pas forcément rebondi puisqu'on est bien sur un webinaire national. Mais la question des différents modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, évidemment, les collectivités territoriales, elles ont une vision d'ensemble et elles cherchent à articuler les choses le mieux possible, que ce soit pour les piétons, pour les vélos ou pour les bus et même pour le covoiturage. Donc voilà, il y avait une dernière question sur la mise en suspens sur le second tour. Il y a eu des questions sur l'effet vélo sur les élections municipales. Ce qui a quand même été constaté, c'est que le vélo est devenu un enjeu des élections municipales dès le premier tour, avec presque des associations cyclistes qui constatait finalement en fait, une proposition d'offre de pistes cyclables plus importante qu'ils n'en avaient jamais espéré. Et ça ne s'est pas démenti avec le second tour. Donc là-dessus, il n'y a pas eu d'effet. Enfin, le courage politique, entre guillemets, qui est souvent cité pour oser la piste cyclable, finalement, il a été au rendez-vous dans la plupart des collectivités. Voilà, je vais peut-être conclure là-dessus en vous remerciant à tous, toutes et tous, toutes les collectivités déjà, et elles sont plus de 150 qui ont répondu à nos longs questionnaires pendant toute l'année 2020. L'équipe autour de Charles Maguin pour avoir vraiment réalisé une étude donc, en 3 tomes consultables sur notre site internet, très riche d'enseignements avec beaucoup de témoignages. Et voilà, et désolée d'avoir pressé, peut-être qu'1 heure et demie c'était un peu court, mais on mettra en accès libre évidemment le revisionnage du webinaire. Et puis merci à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour participer à ce webinaire du Club des villes et territoires cyclables. On en organisera un prochain sur les questions de financement. On en avait fait un sur le coût des politiques cyclables et on devrait en refaire un sur le financement prochainement. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous.